un peu dans le truc. Le dégagement en 6 mètres, j'étais pas trop mal. Vous devez avoir tous le signal au même moment. Donc peut-être faites-vous un signe pour, sur des moments style coup franc ou corner tiré ou un truc comme ça, juste pour voir si vous êtes bien tous ensemble, pas que quelqu'un soit 15 secondes avant ou après. Comme ça, on peut au moins voilà, essayer d'identifier le truc. On fait le début de la deuxième mi-temps. J'ai grandi en Suisse, j'habite toujours en Suisse, à Lausanne. J'ai fait des études aux Beaux-Arts de Lausanne. J'ai commencé donc on va dire une carrière de plasticien en produisant des installations, peintures, dessins, etc. Et puis un peu presque... parallèlement, j'ai aussi commencé à travailler comme scénographe dans une compagnie, théâtre et tout. Donc ça m'a donné cette expérience de la scène, du théâtre, du spectacle, questionner sur le spectacle vivant, la place de l'acteur et tout ça, etc. Et un peu presque par accident au fond et par tentation, je suis entré peu à peu dans ce qu'on appelle la performance. Et à partir de là, plein de questions, j'avais plein de questions, plein d'envies, d'essais à faire. Et donc aujourd'hui, j'ai une compagnie, on travaille autant dans des espaces comme le théâtre, absolument classique, on va dire, sans qu'on ait jamais monté un seul texte classique, cela dit, hein, mais en travaillant sur scène, avec parfois des professionnels, parfois des non-professionnels, et puis bien sûr l'espace public urbain aussi, où je continue de faire des projets, quoi. Et voilà un peu ce parcours-là. Beaucoup de questions, on va dire, sur la mémoire, le phénomène, se remémorer, comment on se rappelle de certaines choses, comment les souvenirs peuvent effleurer. J'ai fait tout un travail, en tant que plasticien d'ailleurs, sur cette mémoire collective et intime. Et au fond, c'est ça aussi qui m'a, on va dire... Dans les premières années, ça a été mon terrain d'investigation en quelque sorte. C'est-à-dire que j'ai décidé qu'au fond, ma propre vie serait mon sujet de recherche, dans le sens que, en plus, ma vie, elle a strictement rien d'original, de particulier, de spectaculaire, et donc c'est là-dedans que j'ai été chercher des éléments, en fait, des éléments qui sont révélés en fait être aussi transmissibles, c'est-à-dire qu'il y avait parfois, à travers des phénomènes populaires comme le football, comme le super-héros, comme la chanson, des icônes et des pratiques qui n'étaient pas forcément des pratiques qui avaient lieu dans le spectacle vivant, quoi. Et donc j'ai expérimenté ça, quoi. Je suis allé voir une de ses dernières créations à Lausanne, qui était une création où les spectateurs étaient embarqués dans un train la nuit, en fin de journée, et on était embarqués, on ne savait pas où on allait. Le projet en train, donc, qui a été baptisé Nocturne, quand il s'est joué à Rennes, on l'a fait avec 250 musiciens d'harmonie, fanfare de Rennes et de la région. On emmenait le public dans un train, on partait en marche, on croisait des fanfares, des ensembles de musique classique dans la forêt. Massimo, il n'est pas arrivé avec des morceaux à interpréter. C'est-à-dire, on part de ce que vous jouez habituellement, de votre univers à vous, votre univers de fanfare, de univers d'harmonie, et on part de vous en fait. J'adore les musiques de fanfare. Par contre, je ne saurais pas dire pourquoi. Je trouve qu'il y a quelque chose de... Moi, ce que j'aime bien, c'est qui joue dans ces fanfares, hein, parce que parfois, on est loin de la perfection, et donc j'aime ces musiques écrites qui parfois sont jouées un peu de travers. En plus, pour moi, le voyage, lié aussi à l'enfance, hein. Dès qu'on pouvait, on retournait en Italie, on retournait la plupart du temps en train.
Donc ce long voyage en train, et la plupart du temps de nuit. Et donc enfant, ouvrir les yeux, regarder par la fenêtre, voir des paysages, des périphéries immenses. Je me souviens toujours, Milan, l'arrivée vers Milan, toutes ces lumières, etc. C'est des choses qui m'ont toujours plu, quoi. Et donc que j'ai remis au fond, que j'ai reconvoqué dans certains des projets. Notre train arrive en gare du Teil-de-Bretagne. Nous vous invitons à marcher en silence dans la nuit. Mesdames, messieurs, nous vous souhaitons un bon spectacle. On arrive au Teil de Bretagne, village fantôme, tout éteint. Les gens avaient joué le jeu et les gens ne savaient pas où ils arrivaient, quoi. Et là, d'un seul coup, pouf, il y a des lumières, il y a de temps en temps une lumière qui arrive, qui s'allume, et puis on voit une fanfare qui arrive. Voilà, moi j'avais l'impression d'être autant au théâtre qu'au cinéma, que dans une promenade touristique, que au milieu d'un film avec la musique de Bregovic. Enfin, c'était vraiment assez bluffant, quoi. Je dirais que la question de partage est importante. C'est-à-dire, moi, je peux partager une expérience, je peux partager mes propres connaissances, et je peux faire confiance à des gens parce que je les ai rencontrés, parce qu'il y a une question du temps qui est important, passer du temps avec les gens. Et à un moment donné, il y a une confiance qui se fait. Les gens vous font confiance, et vous faites confiance aux gens. Et à partir de là, c'est créer, c'est imaginer, c'est de dire, voilà, je vous invite dans mon monde, je vous invite quelque part à le visiter, je vais guider ça, je vais faire appel à vos qualités, on va les chercher, on va les mettre en scène, vos récits. Et tout récit, c'est vrai que quelque part, au fond, chaque récit personnel est une aventure. Après, si je devais donner vraiment une définition de mon travail, c'est au fond le déplacement. Et souvent, les gens avec qui on travaille, on les déplace aussi, c'est-à-dire ils ne sont pas forcément, ils ne restent pas dans leur, on va dire, zone de confort, mais ils sont déplacés. Ils n'ont jamais été sur scène, ils vont être sur scène, ils n'ont jamais pensé leur récit de leur vie, on va y réfléchir, on va y penser. Ils n'ont jamais transmis leurs idées dans cette situation-là, etc. Et donc, voilà, je dirais peut-être la question du déplacement. Avec cette question, c'est vrai, importante de l'enfance, quoi. J'ai vu qui se cachait derrière ce type de projet, et là, tout de suite, j'ai ressenti que c'était quelqu'un qui trichait pas, en fait. C'était quelqu'un qui était vraiment passionné, complètement embarqué par on va dire, la culture populaire, par ce qui fait mémoire collective, et puis cette capacité, je voyais dans le bonhomme une vraie sincérité dans ce que j'avais vu dans son projet, en fait. Et puis les gens sont mis en valeur, mais pour ce qu'ils sont, et au service d'une œuvre qui est une œuvre vraiment très pensée, exigeante, et c'est ça qui est magique, quoi. Encore récemment, sur le dernier projet qu'on a fait, des spectateurs disent « Ils sont incroyables, vos acteurs ». Mais c'est pas des acteurs. Et puis ils disent, mais oui, des acteurs c'est incroyable comme on y croit, vraiment, que c'est une parole de truc. Mais c'est pas, c'est eux. On a également, quasiment dans la foulée, fait une autre performance de Massimo qui touche aussi à la culture populaire et qui l'a amené là aussi à travailler avec des gens de Rennes. C'était 16 papy-héros. C'était des personnes plutôt âgées, avec un corps, un corps qui est fatigué, qui est déformé, et les Blue Tide Heroes, qui était le nom de cette performance, c'était de les habiller en Superman, et ils déambulaient de manière non annoncée, en silence, comme ça, dans la ville. Massimo a aussi un rapport très cinématographique aussi aux œuvres. C'est un créateur d'images absolument brillantissime. Il crée les images avec
3 fois rien, mais qui sont d'une force et d'une beauté c'est fascinant, quoi, absolument fascinant. C'est raconter ce souvenir d'enfance, hein. C'est Superman pour moi, c'est gamin, rêver d'être Superman. J'avais ce modèle-là à disposition, hein, en quelque sorte. Donc en pyjama, je me mettais une serviette autour du cou, des bottes en caoutchouc, et je me lançais du bureau sur mon lit et j'étais Superman. Pendant un quart de seconde, j'étais Superman, quoi. La manière dont il a travaillé avec ses 16 personnes âgées, à la fois de manière hyper bienveillante, exigeante et en même temps très joyeuse. C'est quelqu'un qui a aussi énormément d'humour. Ce sont des retraités, il y a des petits, des grands, des mecs, des gros, tous habillés en pyjama bleu, avec une cape ridicule, rouge, des slips rouges. C'était Superman, et ils étaient magnifiques. Dans cette situation-là, il y a un groupe compact qui se crée très très rapidement. Et il y a quelque chose d'humainement très très beau, quoi, très fort, quoi, qui se fait là. Et puis à un moment, j'ai su qu'il allait remonter le projet France-Allemagne. Le cauchemar de Séville, c'est gamin tout seul dans ma chambre, avec une petite balle, je m'invente une carrière de footballeur qui va durer des années, quoi. Et tout seul, je transforme ma chambre en stade de 80 000 personnes et je deviens là aussi un héros. Et je gagne des centaines de fois la Coupe du Monde. Je suis le meilleur buteur de toute l'histoire du football en chambre, hein. J'ai une carrière qui vraiment encore aujourd'hui, lorsque j'y pense, m'aide à me lever le matin, hein. On a à peu près le même âge, donc on a aussi des corps qui se transforment, on a des corps qui fatiguent. Et donc lui, il ne faisait plus la performance tout seul, ce qui était le cas au tout départ. Et là, il avait envie de remonter le match France-Allemagne, ce qui allait s'appeler le cauchemar de Séville. Mais là, le faire avec des habitants. Santé à la future défaite. Vous allez danser pendant 2 heures une chorégraphie écrite par l'équipe de France en 1982, où vous allez être toutes et tous étincelants de justesse. Très concrètement, hein, c'est 11 joueurs-joueuses qui incarnent les joueurs de l'équipe de France, les 11 joueurs titulaires de l'équipe de France 1982, demi-finale mythique France-Allemagne, avec à la clé une élimination mais grandiose, quoi, extraordinaire. Et ils vont rejouer tout le match jusqu'au pénalty en étant le plus juste possible dans tous les mouvements qu'implique un match de foot. Évidemment, sans les Allemands, sans le ballon, quoi. Dans la tribune, il y a 2 commentateurs. C'est ceux qui vont raconter encore une fois ce match, comme on raconte à un gamin un conte de fées, hein. Et quand vous racontez une histoire ou un conte à un gamin, vous y mettez un peu l'émotion, le truc comme ça. Et ce qui se passe souvent, c'est quand vous avez terminé, le gamin il vous dit « tu me racontes encore une fois ». On le rejoue parce que ce match-là, il est dramaturgiquement absolument extraordinaire. C'est fait. Giresse de l'extérieur pour la tête de Platini. Attention, oh, il y a faute. C'est accroché, là, monsieur l'arbitre. Faute dans le 18 mètres. Pénalty de monsieur Corver. Pénalty pour les Français. Évidemment, il est retenu. Mais oui, il n'y a même pas besoin de discuter. Il y a pénalty. Il fait signe monsieur Corver. Regardez, au ralenti, le petit piqué de Giresse, tête de Platini. Et derrière, c'est Rocheteau. Rocheteau qui est accroché. Qui est accroché par Manfred Kals. Il n'y a rien à dire. Michel Platini qui prend son élan, qui va frapper. Et c'est dedans! Et c'est le but et l'égalisation de l'équipe de France, signé. Le cauchemar de Séville, il confie ce projet-là au lieu qui va l'accueillir et à ce lieu de s'en emparer et de le faire vivre de la plus belle des manières possibles, mais qui correspond à l'ADN de la ville en question. Enfin. Et le public, il entend, voilà, les commentateurs, donc, qui sont des conteurs, enfin. Et il les entend avec des petites radios, parce que moi, quand j'étais tout seul dans ma chambre, petit, mon oncle m'avait offert une petite radio. Mais vu que c'était une toute petite radio, elle perdait son signal, j'entendais plus rien, et donc je me commentais. C'est comme ça que je commence une carrière de footballeur. Parce que n'ayant plus le vrai commentateur, je commençais moi-même à dire Massimo Furlan, sulla destra un dribbling. Et là, je deviens un personnage central du football italien. À chaque fois, quand il venait, voilà, c'était limpide.
Et on sentait que quand il argumentait son projet en parlant de son enfance, en parlant de sa passion pour le foot, en parlant du côté absurde, en même temps c'est un vrai engagement, faut pas lâcher, faut aller jusqu'au bout. C'est pas un projet qui peut être joué par des pros, quoi. Enfin, ça pourrait être fait, mais ça raconte autre chose. Là, l'idée, c'est de retrouver effectivement cette âme d'enfant qu'on a tous. Et de se dire, on dirait qu'on serait des footballeurs professionnels. Ouais, là, ça a du sens de faire ça avec les gens, quoi. Les gens qui ont participé au Cauchemar de Séville, ils y ont participé à une juste place. Voilà. Et c'était un cadeau pour eux, quoi. Un vrai cadeau. Voilà. Et en même temps, ils ont donné énormément de ce qu'ils sont, quoi, de ce qu'ils sont. Et c'est ce qui nourrit le projet. C'est vraiment ce qui nourrit le projet. Voilà. On se rend compte, au fond, que jour après jour, entre le début du processus, on va dire jusqu'à ce qu'on appellerait le jour de la première, ce temps-là, il est extraordinaire, quoi. Extraordinaire en richesse, en échange, en intensité, en émotion. En fait, c'est un temps qui est rempli, qui est plein de sens, quoi, qui donne un sens incroyable à la vie des uns et des autres. Passe à Platini, je suis là. Prise d'élan, je cours, je récupère le ballon, je shoot, bing. Cette expérience-là, qui est quand même... là, on parle du spectacle vivant, hein, on parle d'être en face, c'est partage. On a un public, on partage quelque chose. Ce moment-là est tellement incroyable. D'ailleurs, c'est la raison, je dirais, principale pour laquelle je reste encore dans cette... à l'intérieur de ça, parce que ce qui se passe au moment où on transmet quelque chose est quand même fondamental, d'ailleurs même dans le fonctionnement même de notre monde, quoi. Si on ne se réunit pas pour réfléchir et pour échanger et pour partager, c'est montrer des signaux plutôt alarmants sur le fonctionnement du monde.